Au début du XXe siècle, monter dans un avion est une aventure des plus risquées. Mais quelques hommes de génie vont jeter les bases d'une aviation résolument tournée vers le futur. Les pionniers Claude Dornier et Hugo Junkers imaginent des avions géants comme le monde n'en a encore jamais vu. Sans relâche, ils essaient de transformer leurs rêves en réalité. Ils se livreront ainsi une concurrence acharnée avec leurs géants du ciel. Mai 1910. Claude Dornier a fait des études d'ingénieur mécanicien. À présent, il travaille pour un salaire de misère dans un petit bureau d'ingénieur. Le dimanche seulement, il s'offre le luxe d'un repas chaud. Depuis la faillite de son père, il pourvoit seul aux besoins de sa mère et de ses 7 frères et sœurs. Sa passion, c'est l'aviation. Quelques mois plus tôt, le jeune ingénieur a envoyé sa candidature au comte Ferdinand von Zeppelin. Mais en recevant sa lettre de refus, il a abandonné tout espoir. Puis, soudain, il reçoit un message qui va changer sa vie. Le comte Ferdinand von Zeppelin, célèbre constructeur de dirigeables, le convoque pour un entretien. Serait-ce possible ? Dornier décide de se mettre en route sans plus tarder. Si Zeppelin lui donne sa chance, il ne remettra plus jamais les pieds ici. Le jeune ingénieur a des visées ambitieuses. Il imagine des engins volants gigantesques, un trafic aérien qui englobe la planète, un moyen rapide et sûr pour les voyageurs de traverser l'Atlantique et de rejoindre l'Amérique. Dès son premier entretien, Dornier impressionne le comte. Il obtient le poste. Vous savez, Dornier, quand j'ai présenté mon ballon dirigeable, personne ne le croyait capable de voler. Il avait une forme si étrange, les gens avaient peur de voyager dans ces cabines suspendues. L'ancien général de cavalerie Zeppelin est vénéré comme un héros. En 1900, il effectuait un vol inaugural à bord de son premier dirigeable. À présent, il construit ses Zeppelin à Friedrichshafen, au bord du lac de Constance, contribuant ainsi à faire de l'Allemagne une nation pionnière de l'aviation. Mais la Première Guerre mondiale éclate et Zeppelin essuie un revers. Ces dirigeables massifs, lourds et remplis de gaz, sont une proie trop facile. Le comte comprend que c'est la fin d'une époque. Dornier est chargé d'élaborer un nouveau type d'avion. Un avion qui pourrait être utilisé dans la guerre contre l'Angleterre et qui serait capable de transporter de lourdes charges. Pour cela, le comte von Zeppelin le met à la tête d'un bureau d'études afin de construire un hydravion. Un engin qui n'a pas besoin d'aérodrome. Un simple port lui sert de base. C'est la naissance de la Abteilung d'eau, la section d'eau. Claude Dornier conçoit un gigantesque bombardier, une forteresse des airs. Mais la traditionnelle structure en bois ne serait pas assez solide pour un engin de cette taille. Il prend donc une décision qui va révolutionner l'industrie aéronautique. Son hydravion sera entièrement en métal. Il veut utiliser un alliage léger à base d'aluminium, un matériau ultra résistant mis au point quelques années plus tôt. L'engin est appelé RS-1. Avec ses 43 mètres d'envergure, c'est le plus grand avion du monde. Cependant, toutes les tentatives pour le faire décoller échouent. Ou bien il est trop lourd, ou bien les moteurs ne sont pas assez puissants. Dans la nuit du 22 décembre 1915, c'est la catastrophe. Une tempête détruit le premier hydravion de Dornier. Mais ce revers se révélera un tournant décisif.
Le RS-1 a été un terrible échec, mais ce fut un échec utile, car selon les calculs que Dornier a effectués par la suite, l'avion n'aurait jamais pu décoller. À cette époque, Claude Dornier apprend qu'un autre constructeur d'avions, Hugo Junkers, utilise lui aussi du métal pour fabriquer ses avions. Dornier lui fait une proposition surprenante. Monsieur Junkers, je suis Claude Dornier. Hugo Junkers. Bonjour, je suis ingénieur. Ah bon? Je suis venu vous proposer ma collaboration. En unissant nos efforts, on obtiendra de meilleurs résultats. J'ai appris que vous aussi vous projetiez de construire un avion en métal. Je vois, vous êtes bien renseigné, monsieur d'accord. Dornier. Merci, mais je n'ai pas besoin d'aide. Junkers a fait fortune en inventant le chauffe-bain à gaz. À présent, il consacre toute son énergie à l'aviation et il sera le plus grand concurrent de Claude Dornier. Claude Dornier ne se doute pas que Junkers se consacre à une idée révolutionnaire. On peut voir aujourd'hui dans la section aéronautique du Deutsches Museum à quel point son idée était innovante. Il envisageait un avion constitué seulement d'un seul et unique plan de sustentation. Les passagers auraient voyagé dans l'aile. À cette époque déjà, Junkers avait calculé qu'une aile volante consommerait moins de carburant, aurait une plus grande autonomie et pourrait peut-être même traverser l'océan Atlantique. En 1909, un avion traverse pour la première fois la Manche. Pour l'époque, c'est un véritable exploit. Et Hugo Junkers, lui, songeait déjà à établir une liaison transatlantique commerciale. Cela dit, il n'imaginait pas un vol non-stop jusqu'en Amérique. En effet, il prévoyait des escales en Islande, au Groenland et à Terre-Neuve avant d'arriver à New York. Dornier ne sait pas qu'Hugo Junkers travaille sur un projet aussi sensationnel. Il faut dire que les obstacles sont énormes. Car l'aile volante, si prometteuse, est à peine maîtrisable en vol. Aux États-Unis, les premiers vols d'essai ont lieu à la fin des années 40. Ce qui garantit à un avion classique son équilibre et sa stabilité en vol, c'est l'interaction complexe entre les ailes, le fuselage et l'empennage. En revanche, l'aile volante a tendance à tanguer. Elle est sensible au roulis et part en vrille. Cette technologie visionnaire est très dangereuse. Aujourd'hui encore, l'industrie aéronautique n'a pas résolu ce problème. Partout dans le monde, des scientifiques essaient de construire une aile volante stable. À l'Université des sciences appliquées de Hambourg, des ingénieurs aéronautiques espèrent avoir trouvé la solution. Ils ont construit une maquette au 30e à l'aide de laquelle ils veulent tenter de maîtriser le comportement en vol très complexe de ce type d'engin. L'arrière de l'appareil est équipé d'ailerons spéciaux destinés à apporter la stabilité nécessaire. La forme du fuselage et du plan de sustentation a été calculée avec précision et repose sur de nombreuses simulations. Aujourd'hui encore, l'unique aile volante en service est le bombardier furtif américain B-2. Le coût d'un exemplaire s'élève à 2 milliards de dollars. C'est l'avion le plus cher au monde. « 200 ordinateurs veillent à sa stabilité de vol. Mais une aile volante conçue pour le transport de passagers doit pouvoir voler sans l'assistance d'ordinateurs. Ainsi l'exigent les organismes de tutelle de l'aviation internationale, et ce pour des raisons de sécurité. Un problème encore non résolu aujourd'hui comme hier. Juin 1916. Claude Dornier entreprend une nouvelle tentative. Même si son premier hydravion n'a pas volé, le comte von Zeppelin met de nouveaux moyens à sa disposition. En quelques semaines seulement, il construit un nouvel hydravion nettement amélioré. La pression est grande. Zeppelin ne tolérerait pas un deuxième échec. Le moment est venu. C'est le premier vol d'essai. Son appareil tiendra-t-il ses promesses ?
Claude Dornier a tiré les leçons des erreurs qu'il avait commises sur son premier hydravion. Le fuselage était littéralement collé sur l'eau. À présent, la partie immergée de la coque forme un redent, ce qui facilite le déjaugeage. Dornier s'installe dans le fuselage pour surveiller tout ce qui se passe. Puis, soudain, il sent son avion décoller. Le RS-2 vole. Monsieur le comte, je suis vraiment navré. Ça a pris du temps. Mon avion a finalement accepté de décoller, mais il y a encore de nombreuses améliorations à apporter. Et maintenant... Vous avez enfin réussi, Dornier, le reste importe peu. Sais. Mais je dois faire face à des concurrents acharnés. Continuez qui sur me feront votre pas de lancée, quartier. mais soyez plus rapide que les autres. Vous continuerez à m'aider? Bien entendu, vous pouvez compter sur mon soutien financier. Vous avez toute ma confiance. Merci. Claude Dornier a réussi. Mais ce n'est que le début d'une compétition acharnée. Il sait que l'aviation est promise à un bel avenir. D'ici peu, les grandes capitales du monde seront reliées entre elles par avion. Dornier se doute bien qu'il n'est pas le seul à y penser, et c'est une course contre la montre qui va s'engager. Au même moment, Hugo Junkers, infatigable, réalise un petit avion de ligne. Il espère que la guerre sera bientôt finie et compte être le premier à proposer un nouvel avion commercial aux compagnies aériennes. Pour tester ses idées, il a même fait construire sa propre soufflerie aérodynamique. Si je me souviens bien, il y a eu 18 000 essais indépendants en tout. En fonction des résultats, il modifiait les ailes, le profil de l'aile, qui est très important, ou encore le fuselage. Et le résultat, ce fut le premier avion du monde entièrement en métal. Cependant, la politique mondiale menace les projets ambitieux qu'engendre l'aviation commerciale. La fin de la guerre, tant attendue, est lourde de conséquences. Après la défaite de l'Allemagne en novembre 1918, les Alliés ordonnent la destruction de tous les avions allemands. La construction de nouveaux avions civils est sévèrement contrôlée et réglementée. En aucun cas, ceux-ci ne doivent être utilisés à des fins militaires. La raison pour laquelle il y avait ces clauses dans le traité de Versailles, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, les avions ont joué un rôle très important. Voilà pourquoi les Alliés ont assorti le traité de Versailles d'une clause stipulant que la construction d'avions en Allemagne ne serait pas complètement interdite, mais qu'elle ferait l'objet de restrictions significatives. Il était interdit de construire de gros avions, des moteurs puissants, et bien évidemment des avions militaires. Des bombardiers français et anglais sont provisoirement transformés en avions commerciaux. Les premiers clients de ces jeunes compagnies aériennes sont des diplomates et des hommes d'affaires. Les pilotes sont assis à l'extérieur. Ces mastodontes sont bricolés avec du bois, des cordes de piano et de la toile. Les passagers paient une fortune pour pouvoir voyager dans une cabine traversée par des courants d'air. Les temps sont durs. Des mois durant, la section d'eau se maintient en vie en fabriquant des baignoires. Claude Dornier harcèle la direction de l'entreprise de Zeppelin. Il veut construire un avion capable de transporter des passagers. Parmi les constructeurs d'avions règne une ambiance fébrile. Grâce aux relations qu'il entretient avec l'étranger, Hugo Junkers parvient à élaborer et à vendre un nouvel appareil commercial. Claude Dornier veut transformer un avion de reconnaissance en hydravion destiné aux vols commerciaux. Presque toutes les grandes capitales sont au bord de la mer ou d'un fleuve. Elles disposent donc d'installations portuaires. Là où il n'y a pas d'aérodrome, l'hydravion est un moyen de transport idéal. Claude Dornier conçoit un hydravion ultramoderne. Et il a une idée formidable. Des flotteurs pour stabiliser l'appareil. Ainsi, il tient bien la mer. C'est un avantage de taille face à la concurrence.
Le savoir-faire technique de l'industrie aéronautique allemande dérange les Alliés. Des équipes de contrôleurs ratissent le pays. Souvent, ils arrivent à l'improviste. Claude Dornier doit lui aussi soumettre chacune de ses idées et de ses innovations aux inspecteurs de la commission. Il redoute l'espionnage et craint de se faire voler ses plans. Seule Olga, sa femme, connaît le grand rêve de Claude Dornier, concevoir un hydravion destiné au transport de passagers entre l'Europe et l'Amérique. Mais la commission autorisera-t-elle la construction d'un avion de cette taille? C'est alors qu'une incroyable nouvelle parvient aux oreilles de Dornier en juin 1919. Les deux officiers britanniques, Alcock et Brown, ont décollé du Canada pour effectuer la première traversée non-stop de l'Atlantique. Réussiront-ils à accomplir le rêve de Dornier? Le monde entier suit l'événement de près. Le vol se termine par un atterrissage forcé dans un marais en Irlande. Mais les deux hommes ont atteint l'Europe et deviennent célèbres dans le monde entier. Dornier sait à présent qu'il n'a plus de temps à perdre. Quelques mois plus tard seulement, son nouvel avion est prêt à décoller. À cause des contrôles très sévères pratiqués en Allemagne, Dornier se met à la recherche d'une usine à l'étranger pour y faire construire son avion en série. C'est le moment que choisit la commission de contrôle pour frapper. On accuse Dornier de construire en secret un avion pour la marine. Acculé, il prend une décision. Il veut à tout prix éviter que ses précieuses connaissances tombent entre les mains des inspecteurs. Au dernier moment, il engage son appareil dans une folle course-poursuite. Tout semble perdu. La commission ordonne la destruction de tous les halls de montage. Mais elle n'apprendra pas où se trouve le prototype terminé. Dornier parvient à cacher ses travaux aux inspecteurs, ce qui lui fait perdre un temps précieux. Entre-temps, Hugo Junkers a manœuvré très adroitement. Il présente son avion de ligne en Russie, où il soulève l'enthousiasme. Rapidement, il négocie avec des représentants du gouvernement. Il envisage de faire construire une usine en Russie, non loin de Moscou. Junkers est en bonne voie pour établir un monopole en Europe de l'Est. Il semble avoir plusieurs longueurs d'avance sur Claude Dornier, à qui le destin n'épargne aucun revers, même dans sa vie privée. Après la Première Guerre mondiale, sévit la grippe espagnole. Affaiblies par la faim et les privations, les populations n'ont rien à opposer au virus mortel. En l'espace d'un an, celui-ci emporte 20 millions de personnes dans le monde. La sournoise maladie emporte Olga, la femme de Claude Dornier. La jeune femme n'a que 23 ans lorsqu'elle est arrachée à la vie. Elle avait donné 2 fils à son époux. À présent, il doit les élever seul. Toute sa vie, Claude Dornier a travaillé sans répit. Maintenant, il a presque tout perdu. Et son nouvel appareil, le GS-1, est lui aussi détruit. C'est lui-même qui en a donné l'ordre à la dernière minute. Il préfère savoir son invention au fond de la mer Baltique qu'entre les mains de la commission de contrôle. Aujourd'hui encore, l'épave du seul GS-1 jamais construit gît au fond de la baie de Kiel. Elle n'a jamais été retrouvée.
Allez, dépêchez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut prendre tout ça et le charger dans le bateau. L'entreprise de Zeppelin donne une dernière chance au jeune et talentueux ingénieur et lui alloue l'argent nécessaire pour recommencer une fois encore. Oui, je faisais ça ici pour l'instant. Dornier veut aller en Italie, où il a trouvé une usine délabrée. Attention. Où est la malle qui contient les plans? Elle est déjà à bord. Aide-moi. Pousse la barque. Encore un peu. Et voilà. Ces hommes n'ont pu sauver qu'un petit nombre de pièces et de plans de construction. En pleine nuit, ils emportent tout l'équipement en Suisse par le lac de Constance. Dans le même temps, le concurrent de Dornier prépare déjà son prochain coup. Je pense que le F-13 est l'avion le plus important d'Hugo Junkers. C'était le premier avion de ligne entièrement en métal. Presque toutes les compagnies aériennes des années 20 s'étaient équipées de ce modèle. Il réunit déjà toutes les caractéristiques techniques qu'on trouve encore aujourd'hui sur les avions de ligne. Hugo Junkers a même obtenu l'autorisation de construire son avion en Allemagne. On considère que l'appareil est trop lent et trop petit pour servir à des fins militaires. Et maintenant, Junkers veut montrer au monde entier ce dont son avion est capable. Lors d'un essai, l'engin fait une ascension époustouflante et atteint une altitude de 6750 mètres, du jamais vu. Messieurs, veuillez vous approcher, nous allons faire une photographie. Junkers est porté au nu par la presse et les commandes des compagnies aériennes affluent. Peu de temps après, les appareils de Junkers volent partout en Europe. Désormais, ce constructeur passionné d'aéronautique a les moyens nécessaires pour faire avancer son projet d'aile volante, même s'il lui manque un petit quelque chose. Lui-même n'a jamais passé sa licence de pilote. D'ailleurs, il n'aimait pas tellement ça. Il avait toujours mal au cœur. Tandis qu'Hugo Junkers est submergé de commandes après son record d'altitude spectaculaire, Claude Dornier connaît de gros soucis. Zeppelin met fin à son soutien financier. La section d'eau ne rapporte pas d'argent. Mais Dornier n'abandonne pas. De son propre chef, il conçoit un nouvel hydravion. Et désespéré, il arpente l'Europe entière à la recherche d'acheteurs. Enfin, le vent semble tourner. Il réussit à convaincre la marine espagnole qui signe un contrat pour l'achat de 6 hydravions. Dornier baptise son avion Wal, littéralement baleine. C'est un nouveau départ pour Dornier après la Première Guerre mondiale. Dès son lancement, le Wal est un grand succès. Ses qualités de vol et ses performances étaient excellentes. Et il avait surtout un avantage de taille par rapport aux autres hydravions de l'époque. Il pouvait être utilisé même lorsque la mer était houleuse. Il n'était pas réservé aux fleuves et aux lacs. Il pouvait également amérir et décoller au large. Voilà pourquoi cet hydravion a connu un tel succès. À présent, l'argent rentre. En peu de temps, le petit laboratoire de recherche de Claude Dornier se transforme en une entreprise de réputation internationale. Dornier lui-même devient célèbre. Les commandes affluent du monde entier.
Les hydravions de Dornier relient entre elles les parties du monde les plus isolées. Ils démontrent que l'aviation est un moyen de transport sûr. Mais son rêve d'un réseau mondial de lignes aériennes deviendra-t-il réalité ? Un jour, alors que Claude Dornier est à Berlin, il est convié à un rendez-vous secret. Il suspecte que derrière le mystérieux inconnu se cache un représentant du gouvernement allemand. On lui propose de construire un avion gigantesque, le fleuron d'une aviation allemande renaissante. Il doit être capable de transporter 20 tonnes, une charge faramineuse. Le commanditaire inconnu demande à Dornier de garder le silence absolu sur cette affaire, car les restrictions qu'impose le traité de Versailles sont encore en vigueur. Dornier se trouve face au défi de sa vie. La tâche est herculéenne, mais il accepte sans hésiter. Pour la première fois, il a une longueur d'avance sur son éternel concurrent, Hugo Junkers. Son rêve d'un grand hydravion capable de traverser l'Atlantique est à portée de main. Entre-temps, Hugo Junkers a plus investi en Russie qu'il n'y a gagné. À présent, il tourne un regard plein d'espoir vers les États-Unis. En mai 1927, Charles Lindbergh accomplit un exploit incroyable. Un vol direct de New York à Paris. Maintenant, tout appelle à relier les deux continents par une ligne aérienne. Junkers a eu vent du projet secret de Dornier. Son avion semble idéal pour un trafic transatlantique. Si Junkers veut devancer son concurrent, il doit agir vite. Il élabore un plan. Bonjour, messieurs. Nous devons agir rapidement pour empêcher Dornier de nous couper l'herbe sous le pied. Voici donc le projet que je vous propose. J'ai pensé qu'en apportant quelques modifications au W-33, nous n'aurions aucun mal à lui faire traverser l'océan Atlantique. Hugo Junkers pense que cet audacieux projet lui fera une bonne publicité et qu'il trouvera ainsi l'argent nécessaire pour construire une gigantesque aile volante. Pourtant, si ce vol très risqué devait échouer, sa réputation serait ruinée. À la dernière minute, l'avion est muni d'un équipement de survie grâce auquel l'équipage pourrait échapper à la mort en cas d'amérissage forcé dans l'Atlantique. Le départ est très médiatisé. Junkers joue son va-tout. Les conditions météorologiques sont exécrables. Les pilotes de Junkers affrontent de violentes tempêtes. Au lieu de se diriger vers New York, l'appareil dérive de plus en plus vers le nord. À la tombée de la nuit, les pilotes ne voient plus rien. Après 36 heures de vol, il ne reste plus que quelques gouttes de carburant dans le réservoir. Puis soudain, ils aperçoivent les côtes de Terre-Neuve. À la dernière seconde, ils réussissent à se poser près d'un phare. Le voyage d'est en ouest est beaucoup plus difficile car il faut affronter les vents dominants qui peuvent très rapidement se transformer en tempête. Lorsqu'on se retrouve face à des vents aussi rapides que l'avion, on fait du surplace et dans le pire des cas, on recule. C'est un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer. Il fallait donc un très bon avion et un équipage très motivé. Impossible de continuer jusqu'à New York. L'atterrissage forcé a fortement endommagé l'appareil. Mais la traversée de l'Atlantique d'est en ouest a été réalisée.
Hugo Junkers est fêté comme un héros et il en profite pour conquérir le marché américain. Tandis qu'en Allemagne, son concurrent connaît de nombreux problèmes. Claude Dornier est revenu sur les rives du lac de Constance. Voilà 2 ans qu'il travaille sur son avion géant. DOX, c'est ainsi que se nomme le projet secret. Mais les travaux peinent à avancer. On ne sait pas à quoi s'attendre avec un engin de cette taille et de ce poids. Sans cesse, de nouvelles difficultés se présentent, tandis que Junkers, son concurrent, le talonne. Si ce dernier parvient à construire son aile volante rapidement, Dornier n'aura plus aucune chance. Le DOX, un géant d'aluminium et d'acier. 48 mètres d'envergure pour 40 mètres de longueur. C'est la taille d'un demi-terrain de football. 10 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Dornier n'utilise que de l'aluminium léger, mais une fois chargé, l'avion pèse tout de même 54 tonnes. Jamais encore on n'a construit un avion de cette taille. Les experts en aéronautique sont unanimes. Jamais cet engin ne décollera. Comme ce fut déjà le cas avec son premier avion, Claude Dornier ouvre une nouvelle voie. Seul un vol d'essai dira si l'engin peut voler. « 80 ans plus tard, Airbus travaille sur un projet aux dimensions similaires. Une fois de plus, les problèmes liés à la construction sont de taille. Mais aujourd'hui, les ingénieurs disposent d'outils de recherche ultramodernes que Dornier ou Junkers ne pouvaient même pas imaginer. Voici un simulateur développé spécifiquement pour l'A380. Des années durant, il a permis de tester les moindres détails concernant le géant des airs. Dans le cockpit, toutes les situations possibles et imaginables ont été simulées et évaluées. Conditions climatiques extrêmes, panne de carburant, voyants défectueux. Le simulateur est relié à ce que l'on appelle l'Iron Bird. Tous les systèmes et commandes de vol de l'Airbus géant reconstruits dans un gigantesque hangar. L'effet des manœuvres extrêmes qu'effectuent les pilotes dans le simulateur est directement visible sur ce banc d'essai. Grâce à un modèle virtuel, on essaie de cerner les éventuels points faibles pour les éliminer aussitôt. Le plan de sustentation de l'Airbus A380 fait 80 mètres d'envergure. Chargé au maximum, ce super avion pèse 560 tonnes. À l'époque, Dornier utilisait de l'aluminium pour réduire le poids. Aujourd'hui, on travaille avec des structures composites armées de fibres de carbone. L'avion est constitué à 40% de matériaux ultra-légers. On teste minutieusement ce matériau miraculeux pour savoir s'il peut résister aux forces extrêmes auxquelles il sera soumis. La solidité du fuselage et du plan de sustentation est primordiale. Une rupture à ce niveau-là aurait des conséquences fatales. Les ailes gigantesques, notamment, sont examinées de très près. Dans un immense hangar, on les soumet aux contraintes les plus extrêmes. Puis, les ingénieurs se mettent à la recherche de la moindre micro-fissure. Autre problème qui se pose aux ingénieurs, les tourbillons de sillage. De puissantes turbulences générées par les ailes d'un avion et dangereuses pour les avions qui suivent. Un essai à échelle réelle, unique en son genre, est en cours. Il doit apporter de nouvelles données quant aux distances de sécurité. Jamais encore on n'avait effectué des essais de cette nature avec un avion aussi grand. Le 12 juillet 1929, c'est le moment de vérité pour Claude Dornier. Depuis des jours, la presse rôde autour du gigantesque hangar situé au bord du lac de Constance.
Si le premier vol d'essai du DOX était un échec, les conséquences seraient désastreuses. La conception et la construction de cet avion avaient déjà donné lieu à de nombreuses critiques, et surtout à un certain scepticisme de la part des spécialistes, ou plutôt de ceux qui se considéraient comme tels. Ils disaient qu'il était impossible qu'un avion de cette taille soit assez solide, et que si c'était le cas, il serait impossible de le faire décoller, et que si on arrivait à le faire décoller, jamais il ne pourrait transporter un gramme de charge en plus. Mais Claude Dornier était bien décidé à prouver le contraire. En 260 000 heures de travail, Dornier et ses hommes ont construit le plus grand avion du monde. L'ingénieur n'a jamais douté de son succès, même lorsque Hugo Junkers triomphait après sa traversée de l'Atlantique. Maintenant, c'est enfin à Claude Dornier de jouer. Son aéronef est propulsé par 6000 chevaux. Les ailes sont équipées de gigantesques moteurs. Mais personne ne sait exactement quelles forces agiront sur l'engin lors du décollage. Le géant arrivera-t-il à quitter l'eau? Sa structure résistera-t-elle? Claude Dornier retient son souffle tandis que le DOX prend son élan. Puis c'est le soulagement. L'avion vole. Dornier réalise ce que personne n'avait cru possible. Il rêvait de cet engin depuis le début de sa carrière. Plus tard, il dira de cet instant que c'était le plus beau de sa vie. On ne peut comprendre l'incroyable progrès que représente un tel engin que si l'on songe à la taille des avions construits alors. Les avions qui assuraient le trafic aérien pour la Lufthansa, par exemple, pouvaient transporter à peine 15 à 20 passagers. En revanche, 160 personnes pouvaient prendre place à bord du DOX. Les capacités étaient multipliées par 10. Le 21 octobre 1929, 160 employés de Dornier et 9 membres d'équipage s'élèvent dans les airs. Claude Dornier veut prouver au monde entier que son DOX est le plus puissant avion commercial au monde. Les critiques tarissent lorsque le géant des airs décolle sans peine. C'est le début d'une nouvelle ère, celle des gros porteurs. Aujourd'hui, l'Airbus A380, qui peut accueillir 850 passagers, représente lui aussi un tournant dans l'histoire aéronautique. Mais le plus grand avion de ligne au monde est également considéré comme une limite. Si l'on veut transporter encore plus de passagers, il va falloir développer de nouveaux concepts. Et pour cela, les ingénieurs caressent une idée qui hantait déjà Hugo Junkers. Avec une aile volante, il serait possible de faire voyager confortablement plus de 1000 personnes. Les experts estiment que dans les prochaines années, le trafic aérien va croître de façon significative. À l'avenir, les avions vont devoir transporter plus de passagers tout en consommant moins de carburant. Or, un avion sans carlingue offre nettement moins de résistance au vent. On a calculé que de tels engins consomment jusqu'à 30% de carburant en moins. Mais le problème des ailes volantes demeure inchangé. L'aérodynamisme et le comportement en vol ne sont plus les mêmes sans un fuselage qui s'étire en longueur. Les ailes volantes ne sont pas assez stables. Dans les souffleries, les ingénieurs cherchent encore et toujours à résoudre ce problème. Les scientifiques s'aident d'instruments de mesure ultramodernes. Quel est le comportement aérodynamique de leur nouveau modèle? Sans soufflerie et sans ordinateur puissant, l'élaboration d'une aile volante serait impossible. L'avion ressemble à un S étiré.
Cette forme est peut-être la clé pour un comportement en vol stable. Le moment est enfin venu. Le développement de la forme du fuselage a demandé plusieurs années de travail aux ingénieurs. Toutes leurs connaissances sont réunies dans ce précieux modèle. Leurs recherches ne se laissent guère chiffrer. Aujourd'hui, l'aile volante doit effectuer son premier vol. Le pilote qui tient la télécommande s'impatiente. Le modèle répondra-t-il aux attentes des scientifiques? Le vol d'essai montrera si le fuselage en forme de S et les volets situés à l'arrière stabilisent suffisamment l'engin sans la multitude d'ordinateurs qui équipent les ailes volantes militaires pour que celles-ci se maintiennent dans les airs. C'est une réussite. L'aile volante effectue même des manœuvres extrêmes sans le moindre problème. Elle ne tangue pas, elle ne vrille pas. Les scientifiques ont fait un grand pas en avant et sont certains que l'aile volante est le concept du futur. Comme le croyait il y a bien longtemps déjà le pionnier de l'aviation, Hugo Junkers. Quelques mois après le décollage spectaculaire du DOX de Dornier, Hugo Junkers fait lui aussi décoller avec succès un avion de grande capacité, le G-38. Mais les jeux sont déjà faits. En effet, Claude Dornier prévoit d'ores et déjà de traverser l'Atlantique et de rejoindre New York avec son DOX. Hugo Junkers n'a pas réussi à construire son aile volante. Son G-38 dispose d'un fuselage traditionnel. En revanche, pendant la Seconde Guerre mondiale, deux bricoleurs allemands, les frères Horten, font sensation en construisant une aile volante équipée de 2 turboréacteurs. Je me trouve à côté d'un chasseur Horten 229, une aile volante à turboréacteur, l'un des avions les plus remarquables construits durant la Seconde Guerre mondiale. À l'avant de l'engin se trouvent les 2 turboréacteurs Junkers Jumo 004 qui le propulsent. Il n'y a pas de fuselage, c'est une pure aile volante. L'extérieur est en contreplaqué, tandis qu'à l'intérieur, il y a une structure en acier tubulaire. Même après des années de recherche, on ne comprend pas comment les frères Horten ont pu concevoir, sans ordinateur, une aile volante capable de voler. Le vol du DOX se présente comme un défi logistique. En Afrique de l'Ouest, l'hydravion décolle pour son vol long courrier au-dessus de l'Atlantique Sud. Du Brésil, il doit ensuite rejoindre New York. Mais comment emporter suffisamment de carburant pour parcourir une distance pareille? On a eu recours à un subterfuge. L'avion volait très bas, à 10 ou 20 mètres d'altitude seulement. À cette altitude, il peut profiter de l'effet de sol, une sorte de coussin d'air. Ainsi, la portée de l'hydravion est augmentée d'environ 5%, ce qui n'est pas rien quand on est au kilomètre près. On volait de cette façon la nuit aussi, à la lumière de la Lune, ce qui était très dangereux. Mais Kramer von Klausbruch, le pilote, était très expérimenté et il avait déjà effectué ce type de vol sur d'autres hydravions de Dornier. Il savait ce qu'il faisait. Kramer von Klausbruch mise tout sur une carte. Les risques sont très élevés. Lorsqu'on effectue des vols à cette altitude, les tempêtes ou les rencontres avec un paquebot peuvent être fatales. Dans les années 60, en pleine guerre froide, un satellite d'espionnage américain fait une découverte effrayante sur la mer Caspienne. On aperçoit un engin gigantesque, moitié navire, moitié avion. C'est le projet secret de l'armée soviétique.
L'écranoplane est équipé de rampes de lancement pour missiles nucléaires et il peut transporter 1000 soldats. Il est propulsé par 8 puissants turboréacteurs et glisse à la surface de l'eau à 500 km/h. Lorsque les Américains voient pour la première fois l'engin, ils le baptisent le monstre de la Caspienne. Cette arme secrète fonctionne grâce à l'effet de sol, comme le faisait jadis le DOX lors de sa traversée de l'Atlantique. Le pilote du DOX risque le tout pour le tout, et il gagne. L'arrivée à New York est triomphale. Le 27 août 1931, des milliers de badauds se rassemblent sur les berges de l'Hudson River. Ils attendent l'hydravion, la merveille technologique venue d'Allemagne. Et ils réservent un accueil des plus chaleureux au DOX. Claude Dornier est au fait de sa gloire. Il a prouvé au monde entier de quoi est capable son avion. Pour la première fois, un grand avion commercial a traversé l'Atlantique sans escale. Dornier espère à présent récolter les fruits de ses longues années de travail. Il en est sûr, désormais il va crouler sous les commandes. Cependant, malgré l'enthousiasme des industriels américains, il n'en est rien. Une fois de plus, Dornier joue de malchance. L'économie mondiale est au bord du gouffre. En Allemagne, les nazis prennent le pouvoir. Hermann Göring, le maréchal du Reich, se trouve à l'aéroport de Tempelhof, à Berlin. Hindenburg est là, lui aussi. Un avion est sur le point d'être baptisé à son nom. Mais ce n'est pas le DOX, c'est le G-38, d'Hugo Junkers. Contre son gré, l'appareil de Junkers devient un instrument de propagande. Peu après, Junkers, opposant au régime nazi, se fait exproprier. La prise de pouvoir des nazis a changé la donne. La production d'avions exclusivement civils en Allemagne a été transformée en industrie d'armement. Et comme Hugo Junkers ne s'alignait pas sur la politique des nazis, cela lui a coûté son usine. Et pour tous les autres constructeurs d'avions, qu'il s'agisse de Dornier ou des autres, c'était la fin de l'aviation civile. De retour en Allemagne, le DOX est acclamé une dernière fois. Dornier ne réalisera jamais son grand rêve, une ligne transatlantique commerciale. Le majestueux hydravion est mis hors service et transféré au musée des techniques et des transports à Berlin. C'est la fin d'un long voyage. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le coup fatal. Le premier gros avion du monde, la fierté de Dornier, est détruit par des bombardements. Mon grand-père disait « La bonne technologie, c'est toujours beau. » Et je suis de son avis. Un Do-24 est le seul avion en état de voler qui puisse témoigner du génie de Claude Dornier. Il développa cet appareil très racé dans les années 30. L'hydravion appartient à Irène Dornier, le petit-fils du célèbre constructeur d'avions. Il s'est fixé pour but de préserver la mémoire de son grand-père. Il vient d'entamer un vol autour du monde et s'arrêtera là où jadis le DOX avait fait escale.
En l'honneur de son grand-père, c'est Irène Dornier lui-même qui est aux commandes du Do-24. Celui-ci ressemble au Val, le premier hydravion de Dornier. Dornier, l'homme qui a ouvert la voie au trafic transatlantique aérien avec son gigantesque hydravion, le Do-X. La semaine prochaine, retour aux sources. Nous tenterons de reconstituer la vie quotidienne des hommes de Néandertal.